Dernier conseil des ministres tenu hier, principalement deux rapports adoptés au titre du ministère en charge des Finances, l'un relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État exercice 2022 et l'autre relatif à l'adoption des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable. La coordination nationale pour une transition réussie estime que le travail de la transition est impeccable. Selon le premier responsable Pascal Zaïda, la situation sécuritaire évolue. Vous l'entendrez affirmer également que le président Harry Sandaogo Damiba est un envoyé de Dieu. Et puis en sport, championnat national de basketball, l'AOA se qualifie pour la suite de la compétition après avoir pris le dessus sur le RCB Image en fin de journal. Voilà, je vous retrouve, bienvenue dans ce journal. Le dernier conseil des ministres donc tenu ce 31 août. Plusieurs rapports ont été adoptés, dont deux au titre du ministère des Finances et de la prospective. Ces rapports sont relatifs au budget et la trésorerie de l'État exercice 2022. Également aux chemins donc régionaux d'aménagement et de développement durable au titre du ministère en charge des transports. Le Conseil a également décidé de la création d'un comité national de sûreté de l'aviation civile. Le compte rendu du Conseil des ministres avec Maxime Jeune-Bambara. Des rapports les plus importants adoptés en Conseil des ministres, il y a deux au titre du ministère des Finances et de la prospective. Le premier est relatif à l'adoption des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire du centre, de l'Est et du Sahel. Il se veut un instrument de planification à long terme qui précise les orientations générales du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, notamment les principes d'aménagement à l'échelle de la région. Il assure la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'État et des différentes collectivités territoriales. L'adoption de ce rapport permet aux régions du centre, de l'Est et du Sahel de disposer de référentiels de planification de développement de leur territoire. Le second, lui, est relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État exercice 2022. Il ressort donc qu'au 30 juin, ce budget a été exécuté à hauteur de 1214,91 milliards de francs CFA en recettes et de 1398,59 milliards en dépenses pour des prévisions respectives à 2449 milliards de francs CFA et 2919 milliards de francs CFA. Ces niveaux correspondent à des taux d'exécution globaux respectifs donc de 49,61% et de 47,91%, sensiblement proches de ceux de la même période en 2021 qui étaient de 49,04% et de 50,40%. Le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier à prendre toutes les dispositions idoines en vue d'une bonne exécution budgétaire de l'État en matière donc de recettes et de dépenses pour le reste de l'année 2022 dans le respect strict des règles de gestion. Au titre du ministère du Transport, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a également décidé de la création d'un comité national de sûreté de l'aviation civile. Sa mission, définir les mesures de sûreté nécessaires pour réagir aux menaces qui pèsent sur l'aviation civile et promouvoir la prise en compte des aspects de sûreté dans la conception et la construction de nouvelles installations et la modification de celles existantes. Le ministre porte-parole du gouvernement a par ailleurs informé de la commémoration de la Journée internationale des victimes du terrorisme ce jeudi 1er septembre 2022. Lutte contre la circulation illicite et la prolifération des armes au Burkina, la Commission nationale de contrôle des armes a tenu la première session biannuelle des membres de son comité technique à Ouagadougou durant 2 jours. Les membres donc formulent des recommandations à l'endroit du gouvernement. La rencontre a été ouverte hier 31 août. Le point dans ce commentaire de Serge Kaboré. Le comité technique de la Commission nationale de contrôle des armes CNCA, dans le cadre de son activité biannuelle, a tenu ce mercredi sa première session de l'année 2022. Objectif, assister les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président du Faso, dans le contrôle et le transfert d'armes ainsi que la lutte contre leur prolifération. Le CNCA apporte sa contribution à l'élaboration de la politique en matière d'armes et des certificats de destination ou d'utilisation finale. Nous avons des questions sur lesquelles nous avons rencontré quelques
propositions lorsque nous sortons pour les tournées de sensibilisation auprès des populations, c'est notamment la détention illégale d'armes par certaines personnes qui souhaiteraient régulariser leur situation. Soit par ignorance, soit par héritage, ils ont acquis ces armes, donc ils souhaiteraient le faire. Mais au regard de la loi qui existe déjà, nous sommes obligés de revoir certaines structures comme le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice et nous-mêmes, et puis un certain nombre d'acteurs qui sont membres du comité technique pour pouvoir voir quelles solutions on peut apporter pour que ces gens puissent régulariser leurs armes. Et ça nous permettra en même temps de les recenser et de pouvoir marquer les armes qu'ils ont pour pouvoir assurer la traçabilité de ces armes-là après. Le secrétaire général de la primature, Abdoul Salam Gampene, qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture, les travaux de cette première session permettront de se pencher sur l'opportunité de la régularisation de la situation de détention irrégulière d'armes par les civils. Ce sont des concertations, toutes les problématiques seront débattues, seront déballées afin d'en retenir les plus pertinentes à l'attention des plus hautes autorités, notamment son excellence le président du FASO, le gouvernement, sur les questions que je viens d'évoquer, la lutte contre la prolifération des armes et le contrôle des transferts des armes. Naturellement, le contexte est bien à propos. Le contexte est tel que nous sommes obligés de regarder ces questions. Et c'est justement pour cette raison que ce comité a toute sa raison d'être, celle de cerner toutes ces questions. Il y aura des communications qui vont brasser toutes ces questions et retenir des recommandations sur ce qu'il y a lieu de faire. Le plan organisationnel, la CNCA comprend le Conseil d'orientation stratégique présidé par le Premier ministre et le Conseil technique dirigé par le secrétaire général de la primature. Et les précisions à présent sur la dernière sortie médiatique de la Coordination nationale pour une transition réussie CNTR ce mercredi 31 août dans de longues louanges des actions des autorités de la transition au Burkina. Pascal Zaïda, président de la coordination, a affirmé que la situation sécuritaire évoluait et que le président Paul-Henri Sandaogo Damiba était un envoyé de Dieu. Tous les détails avec Sarah Kabouré. Le président Damiba est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu pour sauver le Burkina Faso en matière de sécurité. Non, ne vous en prenez pas. Je vais aller très loin. La question sécuritaire, qui est leur leitmotiv aujourd'hui, évolue de façon progressive. Que vous le voulez, vous ne le voulez pas, c'est comme ça. Déclaration pleine d'éloges de Pascal Zaïda au président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le premier responsable de la coordination nationale pour une transition réussie, par ailleurs membre de l'Assemblée législative de transition, Pascal Zaïda affirme qu'il est satisfait de la gestion de la situation sécuritaire du Burkina Faso. En attendant la promesse du président Damiba de dresser le bilan des 5 mois de sa gestion, Pascal Zaïda, lui, semble déjà situé. La gestion de la transition, le président Damiba fait un travail impeccable. Voilà pourquoi il dit que c'est un envoyé de Dieu. Quand vous prenez le gouvernement, le Premier ministre et certains membres du gouvernement font un travail impeccable. Au plan sécuritaire, c'est parfait. C'est parfait. Une situation sécuritaire détériorée en 7 ans et une situation sécuritaire qui a tendance à être maîtrisée en 7 mois, évidemment, il faut encourager cela. Pascal Zaïda est aussi revenu sur la question de l'ingérence des hommes d'affaires dans la politique. Une situation que le coordonnateur de la CNTR dit déplorer et pas seulement. Il met en garde les hommes d'affaires qui entendent aller à la conquête du pouvoir d'État. Aucun opérateur économique n'a déjà donné 1 milliard à l'État burkinabé pour payer des armes ou sécuriser le pays. Aucun opérateur économique n'a déjà employé plus de 2000 ou 5000 personnes dans ce pays en matière donc de création d'industrie et autres pour sauver ce pays. Ils ne l'ont jamais fait. Lorsque vous partez vers la conquête du pouvoir d'État, c'est pour faire quoi? C'est pour préserver vos acquis qui ne sont que des lobbies privés. Est-ce que ça arrange le Burkina Faso? Non. Que ce soit le message de OMAF, il est exclu d'office.
Que ce soit ceux qui ont déjà fait un maillal, ils sont exclus. Maintenant, si on refuse, on laisse aller, ne dirait pas demain que le pays a subi une telle situation. Toutefois, la CNTR propose au gouvernement de la transition de réorganiser les populations civiles des zones récemment attaquées, et ce, à travers une grande campagne. Et pour ce faire, la CNTR affirme sa disponibilité aux autorités de la transition. Et cette transition, justement, le délai de 5 mois promis donc pour maîtriser la situation sécuritaire est dépassé. Dans l'attente donc d'un bilan officiel dressé par le MPSR, les partis politiques et organisations de la société civile donnent déjà leur lecture. Et si pour certains la situation sécuritaire a empiré, pour d'autres il ne faudrait en aucun cas ralentir les efforts des forces de défense et de sécurité. Reportage avec Alexis Wenkouni Belemnaba. La sauvegarde et la restauration du territoire national burkinabé face à l'hydre terroriste avaient été présentées comme les raisons fondamentales qui ont valu à Roch son renversement le 24 janvier dernier. 3 mois après, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouveau locataire de Kossiam, prenait rendez-vous avec le peuple pour un bilan dans un délai de 5 mois. Certains observateurs de la scène politique burkinabé ont là-dessus leur petite idée. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, note une montée de la pratique de la corruption dans l'administration publique. Et si nous devons nous en tenir aux dénonciations que nous recevons au sein de l'administration, on peut dire qu'il y a une flambée de pratiques corruptives. Rien qu'hier, quelqu'un nous a appelé pour dénoncer des pratiques de corruption, pour signer des ordres de mission au niveau de la police nationale. Ce sont des choses qui n'honorent pas du tout la transition, mais on n'a pas l'impression que cela préoccupe les gouvernants du jour. L'un des 5 points sur lesquels le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, devrait mettre l'accent, c'est les audits dans les institutions publiques. Sur ce point, la promesse ne semble pas être tenue, selon Sagado Nakanabo, le secrétaire exécutif du RENLAC. Pire, les atteintes aux libertés démocratiques sont aussi constatées. Alors, si on regarde, on peut dire qu'en tout cas, ces promesses-là ne sont pas tenues. Et à contrario, nous avons vu se développer de très mauvaises pratiques qui nous inquiètent, des atteintes aux libertés démocratiques, avec des interdictions ou des répressions de manifestations et même avec des procès à la clé. Il y a certains acteurs même qui ont eu leur refuge dans le palais de justice parce que ça rappelle un passé très récent, très douloureux du régime Compaoré, où on nous disait que si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Sur le plan sécuritaire, le RENLAC, tout comme le parti Vision Burkina de Pascal Sessouma, reste insatisfait. Depuis le temps de la promesse, l'insécurité ne fait que progresser selon eux. Au risque de déplaire à certains turiféraires qui disent que les FDS montent en puissance, ça c'est peut-être dans l'imaginaire de certaines personnes. Sur le terrain, vous avez vu que presque tous les grands axes de traversée du territoire sont actuellement bloqués. RN1, RN3, RN4, RN2, l'insécurité ne fait que progresser. La partie du territoire qui reste libre, si on peut parler de Burkina libre, ne fait que s'amincir. Mais d'abord, est-ce qu'il y a eu, oui ou non, un accroissement des personnes déplacées internes, les PDI? Est-ce que dans les 5 mois, il y en a qui ont pu retourner chez elles? Je parle des personnes déplacées internes. Est-ce qu'en 5 mois, il y a eu des champs qui ont été déminés pour que les gens puissent cultiver? Est-ce qu'en 5 mois, les attaques terroristes ont diminué? Sans hésitation, je n'ai pas trouvé... Je dirais même que c'est empiré. Pascal Dosessouma définit la crise que le pays des hommes intègres traverse sous 3 dimensions que le gouvernement devrait prendre en compte dans cette lutte contre les groupes armés. Mais je vais vous observer une chose, c'est important. J'ai toujours dit ici, dans les médias et partout où j'ai eu l'occasion de le faire, que ce que nous vivons là, c'est une situation à triple dimension. La dimension militaire, certes, il y a la dimension religieuse et la dimension idéologique.
La religion a son importance ici. L'ancienne majorité présidentielle, quant à elle, voit des insuffisances dans les actions initiées. La force est de reconnaître que, au bout des 5 mois donnés, on n'est pas totalement au bout de ces résultats, quoique nous reconnaissons qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, parce qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. Nos braves soldats qui sont au front, qui se battent nuit et jour pour pouvoir veiller sur notre sécurité. Si rien n'était fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de ce pays-là. Donc, c'est un hommage appuyé à nos frères et sœurs qui sont au front et qui se battent nuit et jour. En entendant le bilan officiel qui sera fait dans les prochains jours par les autorités en place, les organisations de la société civile, les partis politiques et bien d'autres se sont fait leur opinion, lesquelles restent bien divergentes sur une même réalité. Nous sommes une année après la mort des 3 étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Koudougou dans l'effondrement d'une dalle de la cité universitaire. Hommage à leur endroit rendu par leurs camarades. Ces derniers ont dénoncé la lenteur donc de l'enquête engagée. Ils exigent vérité et justice. C'est dans ce reportage. 31 août 2021, 31 août 2022. Cela fait exactement une année que 3 étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Koudougou ont perdu la vie suite à l'effondrement d'une dalle de la cité universitaire en construction au sein de l'université. Une année après, le collectif des délégués élus du FR et d'Institut, ainsi que les étudiants, ont rendu hommage à leurs camarades. Ils dénoncent par la même occasion, à travers une série d'activités, la lenteur de la justice et des autorités habilitées à faire la lumière sur ce drame et exigent par ailleurs vérité et justice pour leurs camarades. Si nous sommes réunis, c'est d'abord pour rendre hommage à nos camarades étudiants qui sont tombés lors de l'écroulement de la dalle. Et le 31 août 2021, ils étaient 3, et Kaori Serge, Kompaori Baba Ibrahim et Nana Mounira Adjaratou. Deuxième raison, c'est que nous réclamons justice et vérité pour ces camarades. Troisième raison, nous voudrions vraiment que les autorités prennent leurs responsabilités. Parce que nous avons trouvé assez que c'est lamentable que ce dossier en question puisse faire une année complète sans qu'il n'y ait un seul jour de jugement. Voilà. Et également, quatrième raison, c'est que les étudiants à notre niveau, si rien n'est fait, c'était déjà même pour se prononcer, montrer à l'opinion publique que nous allons sortir si toutefois il n'y a pas eu justice sur ce dossier. Serge Alexandre Kaboré, Mounira Adjaratou Nana et Baba Ibrahim Kompaoré, sans oublier l'étudiant béninois, ont prématurément été arrachés à l'affection de leurs camarades. Un sentiment de désarroi pour l'ensemble des étudiants de la dite université, à en croire Stéphane Nonkané, l'une des victimes qui s'en est sortie vivant. Pratiquement un an que nous avons perdu nos camarades suite au drame et nous réclamons vraiment justice. Nous demandons à ce que la justice burkinabé situe véritablement les responsabilités et que justice soit vraiment faite au niveau de ces victimes-là. Nous réclamons vraiment justice. Les parents des victimes, quant à eux, déplorent l'indifférence des autorités face à la perte de leurs enfants. Ils espèrent que les responsabilités seront situées dans les jours à venir afin qu'ils puissent enfin faire leur deuil, renchérit Georges Kompaoré. Sans mentir, nous n'avons eu aucun soutien à part le soutien des élèves. Raison pour laquelle nous étions obligés de demander les services d'un avocat. C'est lui qui, enfin, nous a permis d'avoir accès au juge d'instruction. Et depuis là, rien n'a été fait. Si ce n'est pas à cause de ce problème-là, moi je ne pensais pas que la justice est compliquée comme ça. C'est muet, ils ne disent rien. Quand tu vas vers eux, le dossier avance. Le dossier avance. Bon, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses, donc tu ne peux que subir. Alors, donc, que quelqu'un accepte prendre ses responsabilités et conclure l'affaire pour qu'enfin nous fassions notre deuil.
Le collectif des délégués élus du FR et Institut adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées. Il invite par ailleurs les étudiants à se départir des illusions et à se mobiliser davantage pour exiger la vérité et la justice pour leurs camarades. Un reportage qui porte la voix de Serge Caboret, avec qui nous restons pour nous intéresser à l'Agence nationale de la formation professionnelle, une structure lancée officiellement en octobre 2020. Elle offre des formations initiales, continues et modulaires d'apprentissage et de perfectionnement. Plus de 16 métiers tels que la mécanique automobile et l'électricité y sont enseignés. Les détails donc. Ces dernières années, bon nombre de pays africains sont confrontés à une situation d'emploi précaire qui, le plus souvent, sont sans adéquation avec la formation. Et pour y remédier, la formation professionnelle se présente comme solution. Dans cette perspective est née au Burkina l'Agence nationale de la formation professionnelle ANFP. Portée sur les fonds baptismaux en avril 2020, la NFP est chargée de la mise en œuvre du dispositif de formation professionnelle au Burkina Faso. Sa mission première est d'accompagner les jeunes et les qualifier afin de leur permettre de s'auto-employer en créant leur propre entreprise ou en se faisant employer. Dans le dispositif, nous formons beaucoup plus dans les métiers professionnels. Voilà, nous avons sur l'ensemble du territoire 16 métiers professionnels dans lesquels nous formons, et ces formations se passent dans des centres régionaux, dans des centres provinciaux de formation professionnelle. Pour ainsi dire que l'ANFP dispose de nos jours 28 centres de formation professionnelle. Voilà, donc dans 13 centres régionaux, dans chaque chef-lieu de région, nous avons un centre de formation professionnelle, 12 centres provinciaux et 3 centres provinciaux qui sont en phase de rétrocession. Nous sommes en train de travailler pour que déjà dès la rentrée prochaine, qu'on puisse être opérationnel dans ces centres-là. La NFP apporte aujourd'hui une part contributive à l'insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso. Son administration et sa gestion sont assurées par un conseil d'administration et une directrice générale selon la secrétaire générale de la NFP. Il y a également le secrétariat général qui est chargé de la coordination des services et des activités de la NFP. La NFP est également constituée de directions techniques et de directions d'appui. Au titre des directions techniques, nous pouvons retenir la direction de la formation, de l'apprentissage et de l'ingénierie. Nous avons aussi la direction de la coordination et du suivi des structures de formation. Nous avons la direction du partenariat. Et à côté de ces 3 directions techniques, nous avons des directions d'appui qui sont notamment la direction de l'administration des finances, l'agence comptable, la personne responsable des marchés, la direction de la maintenance des équipements et des innovations technologiques. À l'intention de la jeunesse et des parents, la secrétaire générale de la NFP appelle à faire le bon choix en termes de formation. Il ne faut pas qu'ils hésitent parce que de par le passé, la formation professionnelle était mal vue. Ceux-là qui intégraient le dispositif de formation professionnelle, c'est un peu, nous n'aimons pas utiliser le terme, les ratés du dispositif scolaire. C'est eux très souvent à la rentrée scolaire qui n'ont pas trouvé de place et qui ont été rejetés, ils viennent s'inscrire. C'est comme un dernier choix. Et de plus en plus, nous sommes arrivés à démontrer que la formation professionnelle a sa place dans le dispositif d'enseignement au Burkina Faso. C'est une voie unique qu'il faut opter. Et quand on opte cette voie, on a l'assurance qu'au bout du tunnel, on a des qualifications. Les critères d'accès à la formation sont simples et diversifiés à la NFP en raison de l'existence de plusieurs types de modes de formation. Nous recevons des jeunes qui ne sont pas scolarisés. Il suffit juste de savoir lire, écrire, être alphabétisé. Parce que l'objectif de nos structures, c'est de qualifier les jeunes. C'est-à-dire, si nous vérifions qu'il y a le minimum de bagages pour entendre le message, nous les acceptons.
à la formation et nous leur donnons la qualification pour qu'ils puissent, au sortir de la formation, pouvoir exercer, pouvoir fabriquer quelque chose. C'est l'objectif premier. La preuve est que la formation est beaucoup plus pratique que théorique. L'Agence nationale de la formation professionnelle ANFP dispose de 28 centres de formation professionnelle, dont 13 centres dans les 13 régions que compte le Burkina, ainsi que 12 centres provinciaux. À cela s'ajoute la réalisation de 3 autres centres provinciaux en cours de finition, a laissé entendre la secrétaire générale de l'ANFP. Et dans l'actualité sportive, nous sommes en plein dans le championnat national de basketball. Les matchs de poule vont donner lieu aux éliminatoires directs entre meilleurs de poule. Dans la poule A, le champion en titre, l'AOA, a battu le RCB et s'est qualifié donc pour la suite de la compétition. Le RCB confie avoir tout mis en œuvre pour amoindrir le choc. à Sami Touré. L'AOA dans la poule A pour son dernier match s'est offert le RCB. Elle domine la première partie avec un score de 27-11. Au deuxième quart-temps, le RCB se débat mais n'y arrive pas. AOA s'impose avec 17 points à 7. Le troisième et le quatrième quart-temps étaient toujours l'affaire de AOA qui maîtrise son adversaire avec un total de points de 78-57. Elle termine deuxième de la poule A mais reste en course pour se succéder à elle-même. Un niveau acceptable selon l'entraîneur. Acceptable, puisqu'on a le type de bien tourner l'effectif, voilà, pour arriver dans les phases éliminatoires très en forme. Donc bon, on a essayé de tourner, de faire jouer tout le monde, voilà, à un rythme bien déterminé. Pour l'entraîneur, les conditions de compétition ne favorisent pas une bonne production de jeu et cela se reflète sur le rendement. Car cela ne tienne, il compte défendre son titre. Il faut dire que les conditions de jeu sont un peu particulières. On n'a pas l'habitude de jouer à 10 heures et beaucoup reviennent de blessures, de maladies et d'autres sont bloqués au boulot. Donc bon, on essaie de gérer comme on peut. Voilà. La suite, c'est quoi? La suite, c'est d'entamer les phases éliminatoires directes en force. Voilà, monter en énergie et en intensité. Chez les Bobelets du RCB, on se réjouit de la participation de l'équipe qui, étant en reconstruction, a pu limiter la casse. Mais concrètement, nous, les dernières années, on n'avait pas une équipe senior. C'est une équipe rajeunie, en reconstruction, qu'on a amenée. Si vous voyez même nos licences, c'est des espoirs qui sont là. Plus maintenant des seniors qui étaient là. Les 2 dernières années, on ne s'était pas engagé parce qu'on n'avait pas une équipe. Bon, vous voyez que ça ne va pas parce que l'équipe est encore jeune et beaucoup manque d'expérience. C'est leur première fois de venir jouer ici aussi au Palais. C'est la première fois qu'ils viennent jouer au Palais, donc c'est difficile pour eux. L'objectif du club en venant au championnat était la recherche d'expérience pour mieux préparer les compétitions à venir. La suite pour nous, c'est de faire un bon classement, de ne pas être dernier, surtout de ne pas être dernier, parce que ça va faire que les enfants là, ils vont revenir l'année prochaine. Parce que nous, notre objectif, c'est d'ici 2 ans, 3 ans, avoir une bonne équipe senior. Comme on avait fait avec les filles, on recommence avec les garçons aussi pour les pousser à avoir une équipe d'ici 2 ans, 3 ans. Donc l'objectif, c'est de bien compétir et de ne pas être dernier au moins. Dans cette même poule A, la Sonabi se qualifie en s'imposant 82-50 devant New Generation Basketball. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Le temps de vous retrouver demain à 7h30.